Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés: la transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. L'art oratoire au service des discussions clés au travail. Pourquoi ce sujet me semblait si important ? Car tout le monde, à un moment ou à un autre, a besoin de prendre la parole au cours de sa carrière. Que ce soit pour une réunion importante, une présentation à des clients ou partenaires, ou encore une négociation de salaire ou une rupture conventionnelle, bref, nous sommes toutes et tous confrontés à la prise de parole, que nous le voulions ou non. En ce sens, il me semble pertinent de vous partager des outils concrets pour améliorer ces discussions professionnelles. Pour traiter le sujet, j'ai donc convié Stéphane André à mon micro. Stéphane est le fondateur et directeur pédagogique de l'école de l'art oratoire. Vous allez le comprendre très vite, c'est un passionné de son sujet. J'ai demandé à Stéphane quelle est la place du corps et du regard dans une discussion importante. Quelle est la place de l'écoute dans une conversation ? Qu'est-ce que le fameux trio verbal, tonal, rythmique et le rôle de chacun de ces piliers dans une prise de parole ? Et j'ai également questionné Stéphane sur l'importance ou non de préparer une discussion. Vous verrez, son avis vous étonnera, je pense. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stéphane. Bonjour Léa. Bienvenue sur Le Tilt. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté ma proposition de venir à mon micro. Ensemble, on va parler de l'art oratoire au service des discussions professionnelles clés. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Stéphane, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes sans parler de votre travail, s'il vous plaît ? Je suis quelqu'un qui n'était pas très sûr de lui quand il était gosse parce que j'étais bègue et j'étais assez moyen à l'école. Donc je travaillais beaucoup et puis j'étais très obéissant et par conséquent j'ai obéi à mes parents qui m'ont suggéré de faire un baccalauréat qu'on appelait Mathelem à l'époque, qui est scientifique, et puis une école de commerce, parce qu'on se méfiait de moi. Si jamais j'entrais en faculté pour faire de la philo, j'allais vraiment ne rien faire du tout. Et par conséquent, j'ai obéi à mes parents, et je suis rentré dans une école de commerce qui m'a, en réalité, donné accès à l'entreprise. Et puis, je suis quelqu'un qui était aussi, comme de nombreuses personnes bègues, assez passionné par le théâtre. Et le théâtre m'a amené à mon métier, dont je ne parle pas encore, d'après ce que je comprends. Oui, maintenant. alors justement, c'était une de mes questions. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à l'art oratoire ? Eh bien, c'est l'ESSEC. Quand j'ai eu fini mes études à l'ESSEC, que j'ai été diplômé, le directeur de l'école s'appelait Maître Olivier. C'est un ancien avocat. Et comme il savait que j'étais comédien, j'avais déjà un peu cachetonné à droite à gauche, j'avais tourné en province, etc. D'accord. Et il savait que j'étais comédien, il m'a demandé si je pouvais donner des cours sur la parole en public aux élèves de l'ESSEC. J'ai accepté, je connaissais un peu le théâtre, j'étais encore très jeune, et pas du tout l'art oratoire. Et en réalité, je me suis rendu compte très vite qu'un orateur ou un futur orateur, comme l'étaient les étudiants de l'ESSEC, puis les orateurs, puisque l'ESSEC m'a donné accès à l'entreprise, eh bien, un orateur n'était pas un acteur et un acteur n'était pas un orateur. Donc, j'ai dû déformer mes techniques d'acteur pour les adapter à l'orateur. Ils sont frères, l'acteur et l'orateur, mais j'ai coutume de dire qu'ils ne sont pas jumeaux. Alors, qu'est-ce qui les différencie ? Écoutez, de très grands comédiens ne sauraient pas faire ce que savent faire des grands orateurs. Et des grands orateurs ne sauraient pas faire ce que font des grands comédiens. Imaginez le général de Gaulle, grand orateur de l'histoire de France, devenant comédien, ce serait une catastrophe. En réalité,
ce sont deux métiers différents. Les deux ont en commun d'amener la personne à incarner un rôle dans une entreprise, pour quelqu'un qui est dans l'entreprise, un rôle au théâtre, incarnation, mais le rapport au texte est très différent. Parce que l'acteur, lui, doit mémoriser un texte qui a été écrit avant la pièce et par une autre personne, qu'on appelle l'auteur, alors que l'orateur, lui, a une responsabilité d'élaboration définitive de son texte sur scène, c'est-à-dire en partage physique avec son public, pour que le public devienne co-auteur de son discours fini, par conséquent co-signataire. Oui, c'est passionnant cette notion. Et justement, qu'est-ce qui, dans le contexte professionnel, fait que connaître les bases de l'art oratoire est un atout très puissant? C'est un atout puissant parce que l'art oratoire, qui est un art d'abord physique, de relations physiques, corps à corps avec un autre, comme je le suis maintenant avec vous, nous nous regardons tous les deux, par conséquent, nous sommes dans un corps à corps. Réussir ce corps à corps pour un orateur, c'est d'emblée réussir le cerveau à cerveau. Et par conséquent, réussir la rencontre dans l'objectif que nous avions en démarrant cette rencontre. Alors, qu'est-ce qui va faire que notre conversation, là, aujourd'hui, elle va prendre? Qu'est-ce qui va faire que le message va passer? Eh bien, c'est le chemin que je vais trouver pour vous répondre en vous regardant, c'est-à-dire en arrivant à vous écouter, notamment pendant que je vous parle. Pas seulement en écoutant vos questions, mais là, maintenant, au moment où je parle, eh bien, il faut que je sois constamment en écoute de ce que vous êtes en face de moi. Vous dont l'état change à chaque seconde. Vous qui pensez aux questions suivantes ou qui n'y pensez pas. Vous qui hochez la tête ou qui ne l'hochez pas. Et c'est toute cette immense complexité qu'est l'être humain que vous êtes en face de moi, qui vient nourrir ma propre complexité et m'amène à trouver les mots, les tons et les rythmes du discours que je dois vous tenir pour atteindre mon objectif, vous parler le mieux possible de mon école. Alors justement, votre école, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Vous êtes le fondateur de l'école d'art oratoire. Donc on a compris le chemin qui vous a amené jusqu'à cette discipline. Pourquoi avoir autant accroché avec l'art oratoire et en avoir finalement dédié une bonne partie de votre vie? C'est tout simplement que quand j'ai commencé, dans les années 70, on n'enseignait pas la parole en public en France. Ça n'existait pas. Mes amis, mes parents me disaient, mais c'est pas un métier d'apprendre aux autres à parler en public. C'est pas un métier. On est doué ou on l'est pas, mais ça ne s'apprend pas. Or, peu à peu, j'ai découvert cet art. Or, il n'y a pas d'art sans technique. Et l'art oratoire, comme tout art, produit de la beauté et pas seulement de l'intelligence. C'est un art dans lequel nous avons la chance de rencontrer l'intelligence d'un texte, d'un argumentaire, d'une logique de pensée, et en même temps la beauté de cette expression. Et c'est un art également, donc, comme il n'y a pas d'art sans technique, j'ai peu à peu construit ma propre technique grâce aux élèves que j'avais en face de moi, puisque à l'époque, il n'y avait pas de référentiel, on n'enseignait pas la parole en public, donc je ne pouvais pas trouver où que ce soit des techniques d'art oratoire autour de moi. Donc j'ai fait mes propres techniques en enseignant à mes élèves. Et notamment, j'ai appris au long des années à différencier ce qui était de l'ordre de la technique de l'art oratoire et ce qui, d'autre part, est de l'ordre du style. La technique que j'enseigne est universelle, peut s'enseigner à n'importe quel orateur, et le style de chaque orateur est toujours particulier. L'idée, c'est de ne jamais toucher au style d'un orateur quand on lui enseigne la parole en public. Jamais. Qu'est-ce qui relève de la technique et qu'est-ce qui relève du style? Ce qui relève de la technique est principalement dans le domaine des appuis. Appui au sol, appui au ciel, et le premier appui qui est sur l'humanité en face de soi. En ce moment, je vous regarde, j'ai un dos à peu près tenu, j'ai une table de hanche qui se tient sur le tabouret, et j'ai une tête qui monte vers le ciel. Je suis donc en contact avec, oublions le plafond au-dessus de moi, avec le ciel, ma voûte crânienne est dans ma voûte céleste, ma table de hanche fondue dans la table terrestre, et ma cornée dans la cornée de l'humanité que vous êtes en face de moi. Le monde, pour moi, en ce moment, se résume, pardonnez-moi ce terme résumé, à vous. Merveilleux. Ce qui me relie au monde, c'est mon regard, dans votre regard,
et puis je me tiens. Vous voyez, ce sont des appuis géographiquement entre verticalité, horizontalité. Et ça cale effectivement tous les mouvements. Et dans ces mouvements se trouve la pensée. Et la pensée se développe harmonieusement avec le monde que vous êtes, et dans mon propre équilibre, c'est-à-dire dans mon propre objectif. J'adore ce premier pilier qui est celui du corps, finalement, où tout prend naissance. Moi, quand j'y réfléchis comme ça et que je vous entends parler, je me dis, mais il y a bien quand même une part de la technique qui réside aussi dans la voix, dans la parole, dans la manière de parler. Est-ce que c'est le cas ou pas? C'est de l'ordre, la manière de parler est de l'ordre du style. D'accord. La voix se travaille. Même Cicéron disait dans son De Oratore 55 avant Jésus-Christ, l'orateur doit désirer une belle voix. Et s'il ne l'a pas, il peut la travailler et la développer. C'est-à-dire que la voix correspond à un projet musical, à un projet de vocaliser, c'est-à-dire de faire passer une émotion, car c'est dans la voix que passe l'émotion, c'est pas dans le mot lui-même, n'est-ce pas? Donc la voix se travaille, c'est donc de l'ordre de la technique. La manière de parler, selon qu'on est plus ou moins rapide, plus ou moins lent, qu'on emploie plus ou moins des expressions alambiquées ou pas, etc., ça appartient au style. Et le style raconte toujours notre histoire, pas en termes d'information. Mais le style vous raconte si j'ai été enfant unique, si j'ai eu des échecs dans la vie, des réussites, où je suis né, ne serait-ce que l'accent par exemple, Oui, c'est vous vrai. indique que vous êtes né dans telle ou telle région. C'est vrai. Mais tous les aspects de votre expression, toutes les façons de bouger ou de ne pas bouger, racontent votre histoire. Et par conséquent, le style, c'est la signature en bas du personnage qu'on a été chargé d'incarner dans l'entreprise comme manager, dans l'éducation nationale comme professeur, ou au théâtre comme Don Juan ou Harpagon. Exactement. Alors, est-ce que, ça m'intrigue ce que vous dites quand même, est-ce que vous arrivez à percevoir justement des éléments de l'histoire de quelqu'un à travers la manière dont il ou elle parle? Non, Ah, non, parce que si quelqu'un parle, c'est donc que je suis public par rapport à lui. Le public n'est pas voyeur. Simplement, le public a besoin que la personne soit là. N'est-ce pas? Elle a besoin à la fois, le public a besoin à la fois du personnage, n'est-ce pas? Je dis souvent, quand je suis en conférence, en ce moment, je vous dois un personnage d'enseignant d'art oratoire. En aucune façon ma personne dont je ne sais pas ce que vous feriez. En revanche, je suis sur scène au titre d'une fonction d'enseignant, ou de manager, ou de prêtre, n'est-ce pas? Et je vous dois l'incarnation de cette fonction. Et en même temps, vous avez besoin que ma personne soit là. Et ma personne est là dans le style, n'est-ce pas? Donc, moi je dis que le style, c'est la signature au bas de l'œuvre que constitue le personnage, qui est une création artistique de l'orateur, puisqu'il s'agit d'art oratoire. Proposer un personnage, c'est une création artistique que l'on accomplit pour un public et pour une cause, pas pour soi-même. alors justement, dans le monde professionnel, on a tout un tas de casquettes, tout un tas de costumes à endosser. Et c'est un espace où on prend la parole en continu, que ce soit en réunion, pour des négociations, parfois même par écrit, par mail, pouvoir défendre des idées, que ce soit de manière formelle ou informelle. Quand on prend la parole comme ça au quotidien, qu'est-ce qu'on doit savoir de l'art oratoire pour que nos prises de parole, elles soient les plus impactantes possibles? En termes verbal, peut-être, tonique, rythmique, on en a parlé ensemble. Est-ce que vous pouvez nous détailler ces bases-là qui sont les fondations? Lorsqu'on entre dans une situation, quelle qu'elle soit, de réunion, on y entre d'abord, ne jamais l'oublier, au titre d'une fonction dans un organigramme. Bon. Et cette fonction m'amène dans telle ou telle réunion à chercher à obtenir tel ou tel objectif. Il faut que j'entre en réunion en sachant ce que je veux obtenir. Cela étant fait, je sais ce que je veux obtenir, le public me donnera toujours le chemin. C'est-à-dire que l'art oratoire est un art collectif et non pas un art de combat, c'est un art de la rencontre. Dans toute bonne situation, dans toute situation d'art oratoire, l'orateur détient la maîtrise de son objectif et son public, qui peut être un seul auditeur en entretien, détient le chemin.
C'est-à-dire que peu importe au marin de prendre la route nord ou la route sud, il veut aller de Calais à Douvres. Et si jamais, pendant le trajet, eh bien, il y a un phénomène climatique imprévu qui se produit, eh bien, le marin sait changer de route. Il n'y a pas, et c'est ce que je reproche beaucoup à la préparation d'une discussion, c'est que c'est une fossilisation de la pensée et la négation de la créativité. L'être humain en face de moi est infiniment plus divers que je ne l'imagine, et par conséquent, s'il constitue ma référence, alors je serai infiniment plus créatif que si j'ai préparé, parce que je ne peux pas précontrôler un phénomène humain, je ne peux que le rencontrer, et trouvant cette rencontre, étant en harmonie avec l'être humain, je peux alors trouver le génie du collectif entre lui et moi. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux personnes qui sont stressées, qui ont de l'enjeu dans une discussion à venir et qui auraient envie justement de préparer tous les arguments carrés, bien mis sur une feuille, avec les mots choisis, etc. Comment est-ce qu'on peut justement passer de cet état de stress et d'envie d'ultra-préparation à cette zone où on va justement naviguer finalement avec l'autre et la situation? Et une chose très importante que vous avez dite là, c'est-à-dire, vous avez justement associé le trop de préparation au stress. Il y a toujours cette idée qu'on entend absolument partout, il faut préparer. Mais qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes convoqué de manière impromptue? Vous pouvez pas dire, bah, excusez-moi, monsieur le directeur, mais j'ai pas le temps de préparer, donc je peux pas parler. Qu'est-ce que c'est que cette infirmité dans laquelle on nous colle avec cette histoire de la préparation? Le prérequis, c'est de connaître le sujet. C'est pas de l'avoir préparé. Or, très souvent dans l'entreprise, si on vient vous chercher, vous, pour que vous puissiez parler de tel sujet, c'est qu'on sait très bien que vous êtes dans l'entreprise, vous, tous les jours sur ce sujet, et que votre voisin, lui, il n'est pas sur ce sujet. Donc, en général, quand on vient nous chercher en entreprise, c'est parce que nous connaissons le sujet. À partir de ce moment-là, nous pouvons entrer directement et faire un exposé, si c'est un exposé, eh bien, qui sera parfaitement structuré, parce que nous sommes nés en Europe et nous avons eu la chance d'être bassinés par des plans de rédaction quand on était petit. Par conséquent, Eh oui. on sait structurer. C'est J'ai vrai. coutume de dire qu'il paraît qu'un Sciences Po, quand il dort, tous ses rêves sont en deux parties et deux sous-parties. Parce que même quand il dort, il structure. Donc, on sait structurer en Europe, c'est même notre point fort. Voilà. Est-ce que vous avez demandé à un Sciences Po si c'est vrai ou pas? Non, mais S'il y en a qui nous écoutent. j'ai enseigné à Sciences Po et je trouve qu'ils ont, de ce côté-là, ce que j'appelle le versant auteur, une organisation de la pensée logique qui est magnifique. Voilà. Ce qui est moins bon, c'est le versant acteur, chez les universitaires en général et les Sciences Po en particulier, les énarques y compris, etc. C'est-à-dire qu'on est très très loin des Américains et des Africains dans la générosité lorsque nous sommes en scène. L'Europe est catastrophique et un orateur européen, en général, est super ennuyeux. Et est-ce que vous pensez que justement, cette espèce de froideur qu'on a dans la... Peut-être pas froideur, mais en tout cas l'ennui que l'on peut avoir dans l'échange, dans la prise de parole qu'on a ici, est-ce que vous pensez que ça a un impact sur la manière dont on instaure le dialogue justement en entreprise? Et oui, parce que au moment où je parle, l'autre est public. Si, dans mon expression, je suis ennuyeux, si j'ai des mots, des tons et des rythmes qui sont pas adaptés à ce que peut entendre l'autre, parce que c'est ça le critère, affirmer son point de vue sans heurter l'autre en face de soi. Sinon, on débouche sur le conflit. Je peux avoir un avis directement opposé à celui de mon interlocuteur, mais une façon de l'exprimer dans les mots, les tons et les rythmes, que je peux lui raconter mon point de vue, de sorte qu'il trouve sa place à l'intérieur de son propre cerveau, sans heurter ce qui s'y trouve déjà. Ce que c'est faire un bon orateur, c'est exprimer son point de vue, même à des adversaires, sans les heurter. C'est pour ça que le dernier bouquin que je viens d'écrire, qui est sorti, je vous le signale, le 4 octobre, qui s'appelle Une éloquence naturelle, son sous-titre, c'est Vers des organisations sans conflit. Le conflit est déjà un échec. Le conflit n'est pas du tout un porteur de fruits. La controverse, oui, mais pas le conflit. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous donner la différence entre la controverse et le conflit? La controverse
quand elle est réussie, débouche sur l'émergence d'un génie collectif, même entre deux adversaires dans un débat. C'est ça, une controverse qui est menée par des bons orateurs. C'est-à-dire que ça débouche sur l'émergence d'un génie collectif, ce qui nous manque aussi, ce qui manque énormément aujourd'hui. Bon. Alors que le conflit, c'est un moment où l'autre m'a trouvé illégitime en tant qu'orateur. Je ne suis pas dans les canons de l'art oratoire, j'ai heurté la pensée de l'autre, je n'ai pas su me faire entendre. Donc je ne peux pas convaincre. Et je rappelle simplement que convaincre veut dire vaincre ensemble. C'est-à-dire que si vous et moi, nous sommes deux adversaires politiques, vous à droite et moi à gauche, ou l'inverse, nous avons un problème en commun, par exemple la réforme des retraites. C'est un problème qui nous est commun, à vous et à moi. Du débat où chacun de nous deux va émettre son propre point de vue, ce débat est public, va naître un génie collectif, c'est-à-dire la capacité de tous les citoyens qui assistent à ce débat de trouver finalement la meilleure solution. Alors, je trouve que dans ce débat-là, justement, il y a aussi beaucoup de psychologie qui rentre en compte. Le fait de savoir aussi peut-être sentir ce que vous disiez tout à l'heure, la personne en face, connaître peut-être ce qui va lui provoquer des émotions, peut-être aussi son schéma de pensée sur certains sujets. On ne sait rien d'avance. Ouais. Il faut arriver dans les situations comme un enfant. J'ai une référence pour moi qui est très puissante, c'est l'enfant de 5 ans. Tous les enfants de 5 ans sont des grands orateurs dans le monde. Ils ont un regard, ils ont un dos, ils ont une voix, qui sont les 3 clés de l'art oratoire. Le regard, le dos et la voix. Et même quand le papa les gronde, eh bien l'enfant regarde encore avec confiance son père dans les yeux et même avec curiosité. Ce que j'appelle l'intérêt décidé pour l'autre. Cet intérêt doit se décider. C'est une émotion décidée. Autant en vie privée, on ne peut pas décider de ses émotions. Autant en vie publique, non seulement on peut, mais on doit décider. Je dois décider pour vous répondre, de m'intéresser à vous. Et c'est ainsi que mon regard, absorbant le vôtre, absorbe toute votre complexité dans la mienne. Et alors là, je n'ai pas besoin de connaître avant. J'ai dans le cerveau une expérience de la vie emmagasinée, à travers laquelle tout ce qui vient de vous passe. Mon cerveau, avec 10 à 100 milliards de neurones, c'est calculé à chaque seconde par rapport à votre complexité actuelle qui change à chaque seconde ce que je dois dire dans le mot, le ton et le rythme de la phrase d'après. Il faut entrer avec une écoute absolument permanente et pas de choses préconçues sur l'autre. Il faut recevoir l'autre tel qu'il est. Mon regard vous dit en ce moment, entrez, chère madame, comme vous êtes. Et votre complexité va être comprise par la mienne. Et du coup, mon cerveau va savoir me calculer les mots, les tons et les rythmes qui vont ne pas vous heurter et me faire comprendre de vous. C'est vraiment ce que vous décrivez là, en fait, c'est quelque chose d'inné. On a l'impression que vous parlez d'une machine qui se passe en nous et Oui, qu'on c'est ne peut quelque pas chose contrôler. d'inné. Ouais. Vous avez raison. C'est ce que j'appelle la nature. La nature nous a équipés pour réaliser tout ce que je viens de vous dire. Et tout le monde l'a oublié. La nature a créé en nous un appareil formidable. Un regard qui est toujours dans l'horizontalité du champ social. Un regard qui prend le monde, qui reçoit le monde, qui invite le monde. Mon regard doit être une invitation à l'autre. Même si c'est une personne avec laquelle je ne dînerai pas dans la vie privée parce que je ne l'aime pas, quand je suis en vie publique, mon regard doit l'inviter à entrer dans ma complexité. Le regard qui est dans l'horizontale, la voix qui est dans la colonne d'air, dans la verticale, qui longe le dos, la voix qui est une émission de son, le regard qui est une intégration de lumière, le regard qui, quand on est sur un groupe, est toujours sur le singulier de la personne que je regarde, alors que la voix touche le collectif. Le regard qui est de l'image, la voix qui est du son. C'est incroyable. Le regard qui est continu chez un orateur, la voix qui est discontinue. Je m'arrête de temps en temps pour vous parler, pour respirer. La voix est discontinue, le regard est continu, le regard est dans l'horizontal, la voix est dans la verticale, le regard c'est de l'image, la voix c'est du son. Le regard, c'est de l'entrant, la voix, c'est du sortant. Tout ce que la nature a créé, c'est que le regard fait la moitié des choses, la voix fait l'autre moitié. Et la complémentarité dans le mariage regard-voix,
fais l'orateur et tiens mon dos dans la verticalité. Tout le monde s'en fiche. Personne ne connaît cet instrument magnifique que nous a donné la nature. Simplement, elle nous demande de la respecter quand nous parlons. Parce que quand nous ne la respectons pas, si nous parlons comme on parle maintenant à l'Assemblée nationale, avec des voix qui sont hurlées, des dos qui ne se tiennent pas, des regards qui sont dans le vide, alors on devient laid. Mais à ce moment-là, ce n'est pas notre personne qui est laide, c'est la nature qui est enlaidie. Et quand un orateur s'exprime avec un regard, un dos correctement placé, nous sommes les seuls êtres naturellement verticaux dans le règne animal. La nature nous a donné ce privilège de la verticalité qui a donné la cérébralité du cerveau humain moderne. Eh bien, la nature nous a fait ce magnifique cadeau. Et quand on ne prend pas en compte ces regards, ce dos et cette voix, eh bien, nous abîmons nous-mêmes, mais surtout la nature. En revanche, quand nous respectons cela, nous sommes beaux. Moi, mon rêve, vous voyez, madame, ça aurait été d'être Alain Delon. Malheureusement, je ne le suis pas. Je ne le suis pas, mais je sais que quand je parle en respectant la nature, je montre une certaine classe, une certaine élégance. Eh bien, la nature est belle, elle est élégante, et quand nous l'invitons en nous, comme je le suggère par le regard, le dos et la voix, eh bien, nous sommes beaux. Et nous offrons cette beauté à l'autre. C'est pas du narcissisme. Je suis d'accord avec vous. Et puis, vous parliez tout à l'heure de la signature en bas du tableau. Effectivement, quand on vous entend parler, en tout cas, moi qui suis très visuelle pour le coup, j'imagine le personnage se dessiner en face et justement voir la couleur de la personne. Voilà. Donc, c'est exactement... Enfin, je trouve que c'est très beau la manière dont vous le décrivez parce que ça dépeint une image dans ma tête. Oui, mais écoutez, j'en suis très heureux, mais vous voyez, je vous vois vous exprimer, vous vous redresser, tout d'un coup, vous avez une façon de bouger qui vous est propre, qui à vous seul, qui n'appartient à strictement personne d'autre. Quelqu'un d'autre serait ici, poserait la même question, bougerait pas de la même façon que vous. C'est là que votre personne est présente. C'est pas dans l'information que je pourrais avoir sur votre vie pour savoir si vous êtes marié ou pas marié. Non. J'ai pas besoin d'informations, comme je disais tout à l'heure. Le public n'est pas voyeur. Il n'a pas besoin d'informations sur la personne de l'orateur, mais il a besoin que la personne soit présente. Oui. Et puis il y a une différence entre le public et l'intime. Enfin, je m'explique. En fait, je trouve que parfois on confond le fait de prendre la parole dans l'espace public, être présent sur des sujets, etc. Et on a l'impression qu'on déballe tout, alors que pas du tout. Il y a rien de... On peut complètement occuper une présence sur un sujet sans pour autant se dévoiler complètement sur Absolument. Qui on est soi, quoi. Absolument. Et c'est justement le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme les orateurs sont... Il y a un déclin de l'art oratoire aujourd'hui en France, il faut être clair. Il y a un déclin de l'art oratoire. Moi, tout simplement parce que aujourd'hui, on parle à travers Internet, on parle à travers les ordinateurs. Ça, c'est une grande raison. Et puis, il y a cette mode de l'éloquence qui s'est développée depuis une dizaine d'années et qui donne des conseils de surface, soit naturels, ce qui est vraiment une injonction paradoxale. En quoi c'est une injonction paradoxale, du coup ? Si j'essaie d'être naturel, je vais fabriquer quelque chose. Si je suis dans le regard, le dos et dans la voix, eh bien, tout d'un coup, la nature s'exprime, je l'ai dit tout à l'heure. Par conséquent, ma petite personne est naturelle. Parce que simplement, je suis en harmonie avec ce que j'appelle aussi l'écologie sociale. C'est-à-dire, je respecte le morceau de nature qu'est mon corps, et en vous parlant de manière correcte, dans le respect écologiquement juste de mon corps, eh bien, je génère une saine écologie sociale autour de moi, c'est-à-dire que je vous respecte en tant que public et j'instaure une harmonie entre vous et moi, et j'instaure une réunion, si j'anime une réunion en tant que manager, j'instaure un climat de la réunion qui va être ce que j'appelle une écologie sociale saine. Nous sommes tous, à ce moment-là, dans la nature. On n'a plus besoin de s'occuper d'être naturel. Qu'est-ce que c'est que cette expression idiote ? Alors, je vais faire une petite aparté. C'est très intéressant parce que depuis tout à l'heure, je bouge la tête et vous suivez chacun des mouvements de ma tête. C'est assez impressionnant. J'ai fait un petit test là pendant que vous parliez. Et c'est marrant parce qu'on sent qu'il y a une aisance dans
votre capacité à suivre le regard et vous calquer justement dans l'univers de la personne en face. Alors, C'est très... Ouais, c'est-à-dire ça, votre question ou votre constat ouais, nous permet d'aborder un peu la technique. ouais. En réalité, si vous voulez, j'ai une technique de regard, Mhm, mais en même temps, c'est mhm, une intention d'intérêt décidé pour vous. Et donc, en même temps, mon regard va naturellement vers le mhm, vôtre, naturellement vers le vôtre. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple très simple, quand nous sommes devant une assistance, comme ce n'est pas le cas maintenant, mais si je suis devant une assistance de 20 personnes dans une réunion, eh bien, il est très rare, quand on regarde une personne, en parlant au groupe, que tout d'un coup, en quittant cette personne, on tombe dans le vide. En général, on tombe toujours sur un autre regard. mhm, Les yeux s'attirent comme des aimants. Donc cette assurance est naturelle. Simplement, je la décide. Autrement dit, je mhm, technicise mon regard. Ce faisant, j'invite mhm, la nature, telle qu'elle m'a équipé pour parler en public. Donc il y a cette rencontre entre ma technique et le naturel, ce qui mhm. me fait dire que ma technique est écologiquement juste. Quand on D'accord. demande en revanche de regarder l'autre entre les deux yeux, comme ça s'est enseigné, Entre les deux yeux. Ah oui. ah oui, ah oui, 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 oui. Ou alors D'accord. légèrement, légèrement au-dessus. Ben, c'est plus fort que moi, madame. Je Bah. suis attiré par votre regard, Mhm. n'est-ce Surtout que pas? c'est pas possible. Quand on dit, par Ouais. exemple, quand on est devant un groupe, il faut regarder légèrement au-dessus de la foule, comme ça ils ont l'impression qu'on regarde tout le monde. Hmm. Non, ça va simplement faire que les gens au premier rang vont se retourner Décrocher. pour se demander qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'il y a derrière? intéresse tant l'orateur au fond de la salle. C'est une absurdité totale. Il faut être aléatoirement sur un regard, puis sur un autre, etc. Mhm. Et c'est ça le regard. Donc, j'ai uniquement cette décision Mhm. de m'intéresser à vous qui fait que spontanément, mon regard rencontre votre regard. Et je dis souvent, par manière de plaisanterie, derrière votre œil, madame, il y a un cerveau, Oui. et Je derrière mon crois. œil, il y a aussi un cerveau. Mhm. Et en ce moment, nous nous regardons, madame. Ben, nos deux cerveaux discutent. Mais Tout nous à deux, on ne fait. sait pas ce qu'ils se disent. Ils se disent C'est des trucs, vrai. mais on ne sait pas quoi, parce que c'est tellement complexe. Une expérience humaine qui dialogue avec une autre expérience humaine, c'est tellement complexe. Et c'est pour ça que j'adore Edgar Morin, sociologue, Mhm. qui plaide pour un retour à la complexité. J'admets votre complexité en ce moment et j'admets la mienne. Mhm. J'ai jamais fait le tour de ma propre expérience, madame. Je me connais à peine plus, madame, que je ne vous connais. Ce que je sais, c'est que il faut mettre nos deux complexités en harmonie l'une avec l'autre. Et notre réunion sera une bonne réunion. C'est tout ce qui est à proposer aux gens. Et les situations varient à l'infini. Aucune situation ne ressemble à une autre. Et on ne peut pas serrer les typologies de situations. Oui, oui, c'est ça, c'est replacer l'humanité au centre. Alors justement, je voulais vous demander, dans votre livre, pardon, euh, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de cette lecture? J'aimerais qu'on retienne le respect de la nature. J'aimerais qu'on retienne ce que je disais là tout à l'heure. Le premier morceau de nature dont nous sommes proprement responsables, c'est notre propre corps. Ne pas respecter l'équipement que la nature nous a donné pour parler en public, c'est faire injure à la nature. Et c'est abîmer la nature autant en soi qu'autour de soi. Et c'est générer des conflits et emmener le monde à sa perte. Qu'est-ce qu'on C'est a ça que j'aimerais qu'on retienne. Qu'est-ce que vous partagez dans votre livre, peut-être en termes d'outils ou en termes de points de vue justement sur ce que vous appelez les conflits? Qu'est-ce qu'on peut espérer pouvoir comprendre ou dépasser dans une gestion de conflit? Dès qu'on est dans le conflit, on est dans l'échec. Il suffit qu'on se trouve dans un conflit pour qu'il faille absolument, pour ce qui nous concerne, d'abord que nous constations que nous ne sommes plus dans le regard sur l'autre, Mhm. que notre dos est complètement déplacé, que la voix est devenue laide ou inaudible. Il est donc urgent de retourner aux bases de la technique. Mhm. C'est la même question que vous me poseriez si je suis en escrime, que tout d'un coup, je ne sais plus où je vais et que je risque de me faire toucher et de ne pas toucher l'autre. Je dois revenir à la technique. Et la technique est toujours une compagne.
pour un sportif, la technique est une compagne. La technique que j'appelle moi du regard aux voix, du RDV, qui comporte un projet relationnel dans le regard de qualité et un projet artistique, un projet musical dans une voix de qualité. À partir de ce moment-là, je deviens audible pour un public et je peux le convaincre et, à côté de la beauté, avoir également l'efficacité dans l'atteinte de mon objectif d'entreprise ou de mon objectif en politique, par exemple. Mais dès que je suis dans le conflit, il faut d'abord que je vois que je ne suis plus dans l'épure de la technique, donc je ne suis plus dans le respect de la nature. Je voudrais, si vous le permettez, indiquer une différence entre la vie privée et la vie publique. Oui, tout à fait. Dans la vie privée, Dieu merci, on n'a pas besoin de technique. Mais dans la vie privée, nous sommes dans un cadre structurel naturel. Le père, la mère, la nature a créé elle-même un organigramme qui s'appelle le père, la mère, les cousins, les frères, les sœurs, etc. Et puis également les liens d'amitié. Et pour rentrer dans ces réseaux, qui sont des réseaux structurés naturellement, Dieu merci, on n'a pas besoin de technique. En revanche, la nature nous a délégué le soin d'organiser notre vie publique. Et les humains créent des organigrammes d'entreprises, de nations, de partis politiques, d'associations. Et ensuite, ces organigrammes qui naissent non pas, qui poussent pas dans le sol par la nature, mais qui naissent du cerveau des humains. Ces organigrammes, il faut ensuite les incarner et ces organigrammes comportent des fonctions. Et chaque être humain est là pour incarner une fonction quand il se trouve en réunion et incarner cette fonction devant les autres qui sont dans cette réunion. Et cette incarnation sur un rôle qui a été construit par l'homme demande une construction technique qu'on appelle une technique d'art oratoire pour proposer le personnage construit qui va incarner cette fonction. Cette notion de la construction, elle est absolument fondamentale. Et la nature nous a donné le soin, nous a délégué le soin d'organiser notre vie publique par des organigrammes et nous a donné la capacité du regard, du dos et de la voix pour incarner ces fonctions. Autrement dit, ce regard, ce dos, cette voix, c'est explicitement et exclusivement réservé à notre vie publique. Ne pensons pas au regard, au dos, à la voix quand nous parlons en famille. Quand on est en famille, Dieu merci, on n'est plus à travailler. Le comédien qui sort de scène quitte la technique de l'acteur pour parler à sa femme et à ses enfants. Dieu merci, on n'a pas besoin de technique, comme je le disais tout à l'heure. Alors, c'est peut-être un sujet qui est peut-être un peu connexe, mais sur la vie privée, il y a un truc que je trouve fascinant, c'est la manière dont, parfois, dans certains écosystèmes de famille ou d'amis, il y a tout un art oratoire spécifique à cet écosystème. Il y a des familles où il y a des manières de parler, peut-être des tonalités différentes que les gens vont prendre uniquement quand ils sont dans cet écosystème-là. Je trouve ça fascinant. Oui. Vous voyez de quoi je parle ou pas? Oui, c'est ce qui s'appelle le style. Oui. C'est-à-dire que dans la vie privée, chaque famille a son style, et il y a des phénomènes de mimétisme au sein d'une même famille, etc., etc. Parce qu'il y a des autorités naturelles de père ou de mère, etc., qui fait que on se met à parler un peu comme il y a un standard familial, mais vous avez des standards dans certains partis politiques. Tout à fait. Vous avez des standards un peu partout. Il y a le standard de l'énarque, le standard de... Et malheureusement, quand il y a des standards dans la vie publique, c'est assez dommageable, parce que c'est une constance collective. Autant il est légitime qu'il existe des standards dans la vie privée, autant dès qu'un standard existe dans une vie publique, par exemple, je peux écouter un homme politique, puis tout d'un coup, je me dis, tiens, ça c'est un énarque. Et du coup, je n'écoute plus le fond de ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que je suis public, et les publics vont toujours vers les choses faciles à percevoir. On n'a pas beaucoup parlé du public, mais le public est structurellement paresseux. Il est peu capable d'effort. Et donc, dès qu'une constance s'installe, un tic verbal chez un orateur, qui est toujours associé à une faute de regard, c'est vrai? Il n'y a jamais de « e » sans rupture de regard simultanée. Jamais. Il n'y a jamais de défaut d'expression quand il y a un regard qui est toujours présent. Jamais. Et les « e », un « e » de temps en temps n'est pas gênant, mais quand les « e » sont fréquents, on compte les « e », on ne peut plus écouter l'orateur. Parce qu'on compte les mots parasites ou les sons parasites. Le public se rue sur les constantes. Il ne peut pas faire autrement. Et là,
on n'a pas parlé de tout ça, mais ce sont les 3 lois contractuelles qui lient un orateur à son public. Alors, quelles sont-elles? D'abord, le contrat de la rampe, c'est-à-dire comme au théâtre, et c'est inspiré du théâtre. Je vous ai dit tout à l'heure que j'aurais pas été professeur d'art oratoire si j'avais pas d'abord été comédien. Le contrat de la rampe, c'est ce qui fait que je suis à 100% responsable de l'état de sortie d'un public à la fin de mon cours. D'accord. À 100% responsable. C'est-à-dire que je ne peux pas, quand un enseignant, ils sont mal formés, les enseignants. Ils sont très très mal formés à la parole en public. Quand un enseignant dit « les enfants n'ont qu'à faire l'effort d'écouter », non. Non. Le job d'un orateur, fût-il un enseignant, c'est de créer le confort d'écoute pour sa classe, de manière à ce que sa classe entre dans les mathématiques agréablement, facilement. C'est ça le rôle d'un pédagogue. Donc c'est le contrat de la rampe, 100% des charges d'un côté, 0% de l'autre. Et quand une classe se fait punir parce qu'elle n'écoute pas, c'est très souvent totalement injuste, parce que le professeur n'est pas formé. Attention, n'en voulons pas à ce professeur, j'en veux à la culture française de l'oral, qui est nulle sur le plan de l'oral. J'attends depuis des années que les professeurs soient formés en tant qu'orateurs, donc en tant que leaders de leur classe. Mais je trouve que c'est même curieux, en fait, que ça ne le soit toujours pas. Ah non, mais ça l'est pas. Parce que ce sont des personnes qui parlent toute la journée. Mais ça l'est pas parce que la culture française de l'oral privilégie le cerveau et oublie le corps. De toute façon, en France, le grand absent de la culture de l'oral, c'est le corps. Le corps, c'est just bullshit, ou alors c'est un peu sale. Bon, donc personne ne va parler du corps. Par contre, l'enseignant sait préparer son cours en termes de savoir. Alors on accumule du savoir, et puis intéresser l'élève, etc. Ça ne peut se faire que par l'éloquence. Par l'éloquence. Et c'est la première fois dans notre entretien que je prononce ce terme. L'éloquence, c'est l'actio chez les anciens. C'est comment je me débrouille quand je suis sur le forum pour motiver, pour donner envie au public. Les professeurs ne sont pas formés là-dessus. Contrat de la rampe, première loi. Deuxième loi, le respect du masque. On en a parlé. Je vous dois le masque d'un personnage d'enseignant d'art oratoire, pas du tout ma personne. La personne doit rester derrière le masque. En revanche, je dois proposer un personnage. Proposer, c'est poser devant. Pro, en latin, c'est devant. Je propose, en ce moment, j'espère, un personnage crédible d'enseignant devant vous. Ça, c'est le respect du masque. Contrat de la rampe, respect du masque, obligation scénique. Il faut théâtraliser. Mais l'Europe a excommunié les comédiens. Et combien de fois on entend des expressions du type « mais ça, c'est du théâtre », avec le ton dégoûté. Comment, madame ou monsieur, jouer sur scène au théâtre et servir la pensée de Shakespeare ou de Molière, c'est de la merde? Pardonnez-moi, je suis grossier. Servir la pensée d'un génie comme Molière ou Shakespeare, qui a compris l'humanité entière à toutes les époques, c'est rien. Mais c'est une chance formidable d'être comédien. C'est une chance formidable de servir Shakespeare. J'aimerais que des gens en entreprise se disent « c'est une chance formidable de servir mon entreprise, de servir mon parti politique, de servir mon école. C'est une chance formidable d'être enseignant. » Et ce magnifique rôle qui m'a été donné de tenir toute ma vie. J'ai 76 ans et j'ai eu la chance d'être enseignant toute ma vie, vous vous rendez compte? C'est une fonction qui est infiniment plus grande que ma personne, infiniment plus grande. La fonction élève la personne. Et ça s'appelle théâtraliser. Ça veut dire rendre lisible sa fonction de très loin, même par des gens qui sont loin culturellement de moi, et pour très longtemps. Même quand j'aurai disparu, ça va rester. C'est l'exemple d'orateurs comme De Gaulle. On a oublié De Gaulle aujourd'hui, mais Alors moi, j'avais une petite fascination pour De Gaulle quand j'étais en terminale. J'ai dû lire les mémoires. Et ça m'a beaucoup marqué. Donc, j'avais beaucoup regardé de discours, beaucoup de documentaires, etc. Bon, cette phase m'est passée, mais j'ai un souvenir, effectivement, d'un orateur c'était un grand orateur. Plus que captivant. Et vous savez, l'une des dernières grands discours de Gaulle, c'est en 66, le discours de Phnom Penh. Il est au Cambodge, les Américains sont au Vietnam, et il dit, dans ce geste magnifique, très ouvert du bras qui retombe, « il n'y aura pas de solution militaire ». Et le monde entier a entendu ce discours-là. Les Américains étaient furieux, Lyndon Johnson était furieux, parce que le monde entier a entendu De Gaulle, et c'est à cette époque-là qu'est né le concept des pays non alignés. J'ai entendu non alignés sur les États-Unis au Vietnam, non alignés, et ça c'est la pensée de Gaulle. Et c'est pour ça que Chirac ne va pas en Irak, en 2003 je crois.
Il ne va pas en Irak. Et le discours de M. Villepin, c'est le général de Gaulle qui a tenu la main de Villepin dans son discours à l'ONU en 2003. C'est ce que j'appelle la pensée qui subsiste encore après la mort. Parce que ces grands orateurs, et là aujourd'hui, M. Guterres, qui lit ses petites notes à la tribune de l'ONU, monsieur Macron, pardonnez-moi, mais avec une petite voix de salon, de temps en temps, c'est intéressant, chez Monsieur Macron, de temps en temps, il est excellent, il l'a été, et de temps en temps, il est banal. Vous trouvez que c'est pas que son art oratoire n'est pas à la hauteur de sa fonction? Il pourrait être beaucoup plus à la hauteur. Beaucoup plus à la hauteur. La voix est toujours un peu nasale. C'est pas une grande voix. C'est pas une voix qui vibre beaucoup. Il y a des moments où il a été excellent dans sa campagne présidentielle. Et je l'ai trouvé excellent dans un discours à l'ONU il y a un an ou deux, où justement il demande au pays de prendre parti contre la Russie, et à un moment donné, il lâche son pupitre. Il est très, très irrégulier, Monsieur Macron. C'est intéressant. Voilà. Mais en tout cas, il y a un déclin de l'art oratoire aujourd'hui, et on aurait besoin aujourd'hui, vu les crises qu'il y a maintenant, les guerres dans le monde, on aurait besoin... Parler à Poutine n'est pas intéressant. Il faut parler au monde, et le monde convaincra Poutine d'arrêter. Des femmes, mais il ne faut pas parler à Poutine. Des femmes oratrices, peut-être. Peut-être, plus sur le devant de la scène. Oui. Alors, des femmes, oui, c'est très très bien. Par exemple, il y a Madame Taubira, qui était dans son discours sur le mariage pour tous, qui a été excellente et qui a été félicitée par des députés de droite du parti gaulliste, qui lui ont dit qu'elle avait, je crois, redoré le blason de l'Assemblée nationale ou de la vie politique. Monsieur Obama, mais Obama, très bon orateur, mais Madame Taubira comme Monsieur Obama n'ont pas peut-être voulu. On se souvient que Monsieur Obama a lâché François Hollande au moment de la Syrie, quand les Syriens ont utilisé des gaz mortels, où il y avait une ligne rouge que finalement Obama avait promis de ne pas franchir, et de franchir si jamais, en entrant dans la guerre contre la Syrie, et Obama a renoncé, alors que François Hollande était prêt à y aller avec les États-Unis. Oui, c'est intéressant de voir... Il faut encore vouloir. C'est pas tout d'être un bon orateur. Il faut avoir une envie. Oui, l'intention dont vous parlez. Ah, il faut avoir une intention. C'est pas, on n'est pas bon orateur et comme ça tout dégringole facilement. Non, il faut avoir le projet. Il faut savoir ce qu'on veut obtenir. Alors justement, si on récapitule ce que vous nous avez partagé, il y a cette intention déjà de base. Quand on entre dans la pièce au travail pour une discussion clé, il y a le sujet de l'intention. Ensuite, il y a le sujet du corps et de comment je vais pouvoir connecter avec la personne en face, l'humanité en face. Ensuite, vous nous avez partagé cette notion clé qui est que je suis 100% responsable de le résultat que je vais avoir sur les personnes avec qui je vais échanger. Alors, je voulais vous partager aujourd'hui peut-être deux situations que l'on rencontre au cours de sa carrière et que vous puissiez nous dire, dans cette situation donnée, dans ces situations données, qu'est-ce qui est important d'avoir en tête, justement, pour convaincre, pour justement obtenir ce qu'on est venu chercher dans cette discussion. Alors, je vous propose une première situation qui est une situation où je veux négocier mon salaire. C'est une situation clé pour moi parce que si je n'obtiens pas cette augmentation, je prendrai la décision de changer d'entreprise. Je suis vraiment à un tournant de ma carrière. Donc, je suis nerveuse, je suis frustrée parce que je ne l'ai pas encore obtenu et je l'ai déjà demandé par le passé. J'en ai besoin pour obtenir aussi de la reconnaissance dans mon travail et parce que j'ai des projets personnels. Mon manager, donc qui sera la personne en face de moi dans cette discussion, c'est quelqu'un qui reste souvent stoïque face à mes demandes et j'ai quand même un doute sur le fait qu'il aille se battre pour moi, pour mon augmentation derrière. Mais je sais aussi que lui a un intérêt à me garder motivée en fait dans son équipe pour que je puisse continuer à m'impliquer sur ce poste et que l'équipe continue à être performante collectivement. À quoi est-ce que je dois prêter attention lors de cette discussion à venir avec cette configuration-là? Voyez, tout ce que vous m'avez dit, toutes les données du problème, vous les avez données successivement. Elles sont dans votre cerveau frontalement quand vous entrez devant votre manager pour faire cette demande d'augmentation de salaire. Toutes ces données sont dans votre cerveau. Et à un moment ou à un autre, elles vont être mobilisées en fonction de ce qui va se passer pendant la rencontre.
Et cette mobilisation d'une donnée ou d'une autre, avec un argument pour contrer une donnée ou pour la valoriser, tout ça va être inspiré par la présence de l'autre. C'est-à-dire que c'est l'autre qui va appeler en moi tel ou tel argument à tel ou tel moment. Ne serait-ce que dans ma première prise de parole, c'est l'autre qui va conduire ma première prise de parole. Et au moment où il faudra que j'arrête de parler, eh bien, c'est mon cerveau qui me le signifiera, parce qu'il aura repéré quelque chose dans le comportement de l'autre. Par conséquent, je dirais, mais ce sera le cas pour toute situation, connaissance du sujet. Le sujet, vous l'avez développé. Et vous l'avez d'autant plus en tête que vous le vivez tous les jours, quand vous êtes cette personne que vous m'avez décrite. Vous le vivez tous les jours. Donc, je peux rentrer dans l'entretien sans l'avoir préparé. Et j'ai tout ça dans la tête. Et je rentre d'abord en commençant par regarder avec un intérêt décidé pour l'autre. Ce qu'on appellerait aussi un regard d'amour, c'est-à-dire d'accueil de l'autre en moi, d'invitation de l'autre. J'entends amour au sens de la vie publique, pas de la vie privée, évidemment. Bon. Mais d'abord avec ce regard. Et ce regard va faire que tout d'un coup, comme je le fais maintenant, eh bien, je vais m'installer, je vais sentir, puisqu'on sera assis en général, une charnière lombo-dorsale placée, et mon cou, sans être rigide, monte vers le ciel, même si mon dos est un peu incliné vers appuyé sur le dossier d'une chaise, par exemple, eh bien, ma tête monte vers le ciel, mon cou est souple, et je suis dans cette verticalité. L'œil va amener mon dos. L'œil amène le dos. Et puis, je le regarde, et il parle le premier, ou je parle le premier, peu importe. Vous pensez que ça n'a pas d'incidence? Ça n'a pas d'incidence. Si je parle le premier, c'est que quelque chose en lui m'a demandé. Si je le laisse parler, c'est que on n'appelle pas ma parole. Là, il faut faire confiance à ce qu'on appelle l'intuition. Il n'y a pas de réflexion dès qu'on entre dans l'action, il n'y a que de l'intuition, c'est-à-dire de l'animalité. C'est une animalité qui s'installe, qui est en harmonie avec l'animalité de l'autre. Et là, l'entretien va se dérouler, mais finalement, je suis comme le marin qui utilise la résistance de la mer et des vents pour tracer sa route. La mer et les vents, c'est le manager en face de moi, et je reçois tout ce qu'il est à chaque seconde, et je trace ma route. Tantôt je me tais, tantôt je parle, j'évoque une idée, puis une autre. Et peu à peu, tout ce que je bâtis est co-construit avec lui, et par conséquent, c'est une œuvre commune. Par conséquent, il la co-signe. Par conséquent, j'aurai mon augmentation. On l'espère. Justement, dans cette situation que l'on peut transposer, bien sûr, à une négociation de rupture conventionnelle, une négociation pour avoir une promotion, je ne sais pas, pour prendre la responsabilité d'un projet qui nous tient à cœur, voilà, on peut la transposer à plein de situations. Absolument. Qu'est-ce qui fait que cette discussion, elle va aller soit du côté du conflit, soit du côté, justement, de la controverse? Il peut y avoir controverse. Tant que je reste dans cette épure écologiquement juste du regard, du dos et de la voix, tant que je suis dans ce projet relationnel d'accueil de l'autre en permanence et de musicalité de ce que je fais, il ne peut pas y avoir conflit. S'il y a controverse, elle sera saine. De cette controverse va naître un accord entre lui et moi qui va satisfaire ses intérêts et les miens. Ça s'appelle une négociation. Oui. Vous savez, les gens qui rentrent dans une situation de négociation en disant, quand on prépare, on dit je vais demander ça pour avoir ça. Ce qu'on appelle une négociation de position. Ce sont des gens qui refusent le dialogue. Ce sont des gens qui ne font pas confiance à leur première parole. Je sais que je veux une augmentation, mais quel chemin vais-je suivre pour l'obtenir avec la personne que j'aurai en face de moi? Eh bien, je le suivrai à partir d'une écoute constante de l'autre. Et là, je voudrais peut-être apporter un autre point. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui m'ont dit « Mais moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. » Oui. C'est relativement facile d'écouter quand on ne parle pas. C'est beaucoup plus difficile d'écouter pendant qu'on parle.
Et c'est là qu'il faut être en écoute. Parce que c'est là qu'on avance des arguments. C'est là qu'on avance des idées, qu'on emploie certains tons, qu'on emploie d'autres tons. Et c'est là que finalement, en exposant, on prend le risque. C'est justement pendant cette exposition qu'il faut rester en écoute. Seul le regard me le permet. Le regard est un instrument d'écoute. Saisir peut-être ce qui se passe en face pour l'autre, regarder les réactions physiques. Oui, mais je n'essaie pas d'interpréter. Si jamais vous vous dites, mais pourquoi il me regarde comme ça, vous êtes foutu. Les 900 sur 10 de vous tromper. C'est dur à atteindre cet état-là de non-interprétation. On peut l'atteindre, ça s'appelle la sérénité, madame. Et cette sérénité, elle est dans la verticalité. Tous les gens qui ont fait du yoga savent ce que je veux dire. La verticalité, qui est complexe à trouver, c'est la sérénité. On peut parler de médecine chinoise. Yin devant, yang derrière. Tous les grands orateurs ont une détente faciale totale. De Gaulle, Mitterrand, Obama. C'est l'inverse de Sarkozy. Ou des tensions qu'on peut voir également chez M. Macron. Tension faciale. C'est un blindage sur l'autre. J'ai très peur du blindage facial de M. Trump. Et très peur du regard vide de M. Poutine. Où va le monde avec des orateurs pareils? Là, on arrive dans le conflit. Là, on arrive dans le désaccord absolu. Et là, on risque la guerre. L'art oratoire, c'est un art pour la paix. C'est un art pour la rencontre, pour l'harmonie entre les êtres humains. Et ça, c'est la nature qui nous le demande. Parce que j'ai coutume de dire qu'elle nous a confié les clés de la maison. Nous sommes les êtres humains, certainement la plus belle création de la nature, du moins à l'échelle de notre planète. Oui. Et cette plus belle création, elle n'en fera pas de plus belle encore que l'être humain. Et je crois qu'elle nous a remis les clés de la maison. Et c'est maintenant à nous de la préserver. Et je pense qu'on n'en prend pas du tout le chemin, notamment parce que l'éloquence a quitté ce monde. L'éloquence, je veux dire, écologiquement juste. Je comprends. Alors, vous faites un merveilleux lien avec mon avant-dernière question. J'avais justement envie de vous demander quel discours, quelle prise de parole, peut-être hors politique, parce qu'on a pas mal parlé de politique. Oui, c'est vrai. Mais peut-être de quelqu'un qui est hors de ce secteur-là. Qui ou quel discours vous a le plus marqué au cours de votre vie et pourquoi? Alors, je vais revenir, pardonnez-moi, à la politique. Je parle beaucoup de la politique, y compris à des managers, parce que la politique, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc, ça veut dire que quand on parle de la politique, si je parle de Gaulle, si je parle d'Obama ou si je parle de Sarkozy, tout le monde voit, et par conséquent, on voit de quel système d'expression on veut parler. L'entreprise est dans la partie immergée de l'iceberg. Donc c'est très difficile. Mais je vous ai parlé, je vous ai parlé de ce discours de Phnom Penh, ce discours de Gaulle, mais je citerai quelqu'un qui est encore vivant. C'est méritoire pour moi qui est 76 ans. Le discours, on peut le trouver sur Internet, le discours de Badinter sur la peine de mort, qui est un discours absolument extraordinaire, qui n'est pas du tout dans le style. Vous voyez les différences de style. Oui, Badinter est un style beaucoup plus nerveux que de Gaulle. C'est pas le style non plus paisible de Monsieur Mitterrand. Vous voyez, tous les styles, toutes les personnes sont différentes, donc tous les styles sont différents. Mais le discours de Badinter est un discours exemplaire. J'ai cité un discours de Monsieur Macron à l'ONU. Parmi les chefs d'entreprise, alors je n'ai plus son nom. Si je pouvais le retrouver, je crois que c'est le patron actuel d'Emmaüs. L'homme qui remplace l'abbé Pierre aujourd'hui. Je vais le trouver. Qui est vraiment un orateur extrêmement clair, extrêmement présent, déterminé et jamais agressif. Je vois de qui vous parlez. Mais qui est vraiment un orateur exemplaire. Bon, c'est d'une certaine façon un chef d'entreprise. Oui, tout à fait. Mais on le retrouvera. Voilà, mais quand je vois des expressions comme celle de M. Pouyanné chez Total, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Moyennant quoi, on peut dire de Total tout ce qu'on veut, le pire est comme le meilleur, mais on est libre de penser ce qu'on veut de Total. C'est en tout cas pas M. Pouyanné qui oriente la pensée du monde sur Total et la pensée des Français sur Total. C'est impossible d'avoir une absence de responsabilité
à ce Tel, point-là ouais. quand on parle en public. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. C'est être irresponsable que de Mais parler comme alors, ça quand on est si haut placé mais dans je une suis d'accord. Alors, organisation. ça m'arrive des fois d'écouter ce qu'il dit, par curiosité, pour savoir comment est-ce qu'on défend, ce genre d'entreprise et j'ai presque l'impression parfois que c'est de la désinvolture. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Oui, c'est une désinvolture. C'est drôle ce que vous dites sur cette notion de la désinvolture. James Joyce, qui est un romancier, grand romancier, Mmh. j'ai fait un article récemment là-dessus. À un moment donné, James Joyce est très soucieux d'art et il fait un roman autobiographique sur son enfance quand il était étudiant. D'accord. Et il dit combien il est désarçonné par les gens qui parlent avec désinvolture. Mmh. Cette désinvolture, c'est le parler comme on parle dans la rue. Oui, Ça répond souvent à ce soi naturel. Je suis comme je suis. Enfin, exactement c'est pas possible de parler comme ça. et puis il y a cette déconnexion, avec ce dont vous évoquiez plusieurs fois au cours de notre discussion, c'est, hem, je suis là pour un message et qu'importe l'impact, Voilà, voilà, voici mon voilà. message, en fait, Voilà, c'est ça veut ça. dire que s'ils ne Mmh. comprennent pas, c'est eux qui sont Tant à côté de pis. la plaque, c'est pas moi. C'est Exactement. la version du contrat de la rampe. Voilà. S'ils comprennent Exactement. pas, voilà. Mais c'est pour ça que je soulignais convaincre, ça veut dire vaincre ensemble un problème. C'est pas vaincre des cons. Voilà, Mmh. mais c'est vrai que, bon, on a souvent pris l'art oratoire comme un sport de combat et Mmh. j'en suis, désolé. Pour moi, l'art oratoire est d'abord un sport collectif, même avec mes adversaires. Si je débat avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, eh bien, c'est mon partenaire. Mmh. En me contrant, il me pousse dans mes derniers tranchements et il m'aide par conséquent. Mmh. Si je sais recevoir ce qu'il est, à développer jusqu'au bout mes idées. Merci, monsieur l'adversaire. Vous êtes mon partenaire. Et là, on rejoint les stoïciens, on rejoint Marc Aurèle. L'autre est mon frère. Je vais rencontrer dans la journée plein de gens qui vont peut-être pas me plaire. Ce sont mes Exactement. frères. Ce sont mes frères. C'est Edgar Morin auquel je reviens, la religion de la fraternité, qui n'est pas une religion de Dieu, du salut sur terre ou après la mort, qui est une relier, Ouais. se relier. L'autre est mon frère. Religion de la fraternité. Ça me fait penser à une notion, dont j'ai parlé dans ma dernière newsletter, et que j'ai apprise pendant mes études, au Canada et c'est cette petite phrase qui dit: «It takes two to tango» et je l'adore parce que je trouve que ça responsabilise tout le monde dans l'échange. It, It takes two it takes two. to tango. Danser le tango. Ah oui, tout tango, c'est la danse. Oui, oui, Ouais oui, 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 oui. et je la trouve merveilleuse cette phrase parce que c'est vrai en fait, pour qu'une situation aboutisse, même si on est dans la controverse, it takes two to tango. Il faut Oui. être à 2 pour que la Oui, danse soit exactement. harmonieuse. Oui, ça prend deux, c'est ça, ça prend deux. Exactement. C'est exactement ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle, nous, les bascules mentales. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut, un orateur parle, le public, il faut qu'il fasse en sorte, mais c'est lui qui peut, c'est pas le public. Mmh. C'est à l'orateur de régler cette danse. Pour que le public danse Avec, cérébralement, c'est une exactement. danse des cerveaux. Par Mmh. exemple, si je dis, l'exemple est un peu grossier, si je dis à un public, je suis manager, et je dis à un public, écoutez, soyons logiques, faut être logique, 2 et 2, ça fait 4. Entre le 2 et 2 et le ça fait 4, dans le temps de silence, et je tiens mon regard sur le temps de silence. Mmh. Il y en a un qui s'est dit, dans la salle, ça fait quand même pas 5. Un autre qui s'est dit, ben quoi, ça fait 4, il est con. Et un troisième qui dit, ça fait combien 2 et 2? Merde, je sais plus, Celui j'en qui suis. cherche, ouais, c'est ça. Les trois, vous les tenez. Mmh. C'est C'est vous vrai. générez 3 questions différentes, parce que 3 styles différents, 3 savoirs différents, ou 1000 savoirs différents, s'ils sont 1000 dans l'amphi. Mmh. Et avec le ça fait 4, je réponds à 1000 questions différentes. En tout cas, là, à 3 questions différentes, avec une seule réponse. C'est ça, un leader. C'est que n'importe qui dans le groupe peut danser avec lui, Mmh. l'adversaire comme l'allié. Et le leader sait trouver les mots, les tons et les rythmes qui intéressent et l'adversaire et l'allié. Alors qu'on dit très souvent, mais quand les gens sont différents dans la salle, ça va être compliqué. Non, le cerveau de l'orateur est capable de synthèse. Si son prélèvement des visages dans la salle est aléatoire, comme dans un sondage, alors le cerveau de l'orateur saura tenir un discours pour tous, qui va générer cette danse des cerveaux dont vous parliez. C'est exactement ça. C'est une danse des cerveaux. Je vous remercie de cette remarque qui est très jolie. C'est une danse des cerveaux. Stéphane, on arrive à ma dernière question, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités.
C'est si vous pouviez constituer votre conseil de rêve au sein duquel vous convieriez 3 personnes, personnalités, entrepreneurs, concepts, qui seraient là pour vous accompagner tout au long de votre carrière. Qui est-ce que vous mettriez dedans? Alors, il se trouve que ma carrière est sur la fin. Ce n'est pas du pessimisme, mais ma carrière est sur la fin. Donc, je tire la leçon de ce qui m'est arrivé. On a besoin des autres. Et moi, ce qui me passionnait, vous voyez, je viens de bégayer là. C'est peut-être l'émotion aussi, mais j'étais les bras croisés, j'étais pas bien. Je me redresse. Ce qui me passionnait, vous voyez, mon bégaiement a disparu. Ce qui me passionnait quand j'étais gosse, c'était le théâtre. Et puis, j'étais bègue, ce qui me donnait une motivation pour la parole en public très passionnelle. J'avais cette passion, mais je n'aurais jamais réussi à créer mon école d'art oratoire. Cette école d'art oratoire, aujourd'hui, existe. Elle est rue Lord Byron. J'ai la chance d'avoir, pardonnez-moi, je donne l'adresse, 4 bis rue Lord Byron, une adresse prestigieuse, tout près de l'Étoile. Mais à 23 ans, je ne savais pas que j'allais créer l'école de l'art oratoire. Je ne le savais pas. J'ai été entouré. J'ai été entouré par des gens qui m'ont aidé pour l'organisation. D'abord, un ami, c'est devenu un ami, qui était mon expert comptable au début dans mon petit cabinet de conseil. Quelqu'un qui avait le sens de la finance, le sens des chiffres. Et puis, j'ai rencontré aussi un autre qui a été consultant et qui est en fait très, très bon sur le plan commercial et qui m'a beaucoup aidé aussi sur le plan commercial. Donc, s'entourer de gens qui ne sont pas de notre spécialité pour servir notre passion, pour s'organiser. Parce qu'on vit dans un monde où il faut créer des entreprises. Aujourd'hui, on parle de start-up, etc. Et donc, il faut s'entourer de gens qui ne sont pas de notre spécialité. Et curieusement, je n'ai jamais pu travailler, si ce n'est avec des gens qui m'ont retrouvé ensuite, mais qui sont souvent d'anciens comédiens, qui sont venus faire équipe avec moi. Mais sinon, j'ai toujours travaillé tout seul. Maintenant, je suis entouré, et puis ces gens, maintenant, me remplacent. Et il faut aussi que ces gens-là, aujourd'hui, me dépassent. Et c'est eux qui, maintenant, vont entourer, j'espère, le souvenir de ce que j'aurais enseigné dans ma vie. Génial. Stéphane, un grand merci pour votre partage. C'était passionnant. C'était presque un moment de poésie par moment. Merci pour votre accueil. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Stéphane. J'espère qu'il vous aura donné quelques clés activables pour vos conversations professionnelles. Et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode sur Apple Podcasts et Spotify. Mettre 5 étoiles et un commentaire, c'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le Tilt. Et croyez-moi, votre aide est capitale. Merci beaucoup et à bientôt.